Je vous souhaite la bienvenue. Donc, François, j'ai la chance d'être membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie qui organise ce colloque et j'agirai donc à titre de président pour la conférence d'ouverture de cette troisième journée du colloque qui s'intitule Économie de la promesse. Donc, je vous fais quelques indications d'ordre général sur le format et le fonctionnement. Donc, si vous avez déjà participé aux journées précédentes, c'est la même chose. Donc, la séance, je vous avertis, sera enregistrée, y compris les commentaires publics dans le chat. Donc, vous pouvez tout de même vous envoyer des commentaires privés de l'un à l'autre si ça vous chante. Les caméras, comme vous le voyez, sont désactivées par défaut. Si vous voulez que vos réactions soient vues par tout le monde, incluant Monsieur Joly, vous pouvez les activer dès maintenant. Durant la séance, donc, vous pouvez utiliser le chat pour transmettre des informations. Vous allez voir dans un instant qu'Hélène va vous transmettre des informations par le chat. Je vous invite à rédiger pendant la communication de M. Joly vos questions que vous pouvez m'envoyer à moi comme président de séance et donc des questions relativement courtes et je pourrai les poser à M. Joly. Si vous avez des questions qui sont plus longues ou plus générales, vous pouvez aussi les garder. Donc tout de suite après, il y a une table ronde. Il y a aussi des moments qui sont plus pendant la journée qui sont plus là pour des discussions approfondie des contenus qu'on couvre pendant ce colloque. Vous pouvez aussi, là, lorsque ce sera la période de questions et réponses, soulever votre main électronique ou votre main physique si vous activez votre caméra. Ça me fera plaisir de vous céder la parole si c'est votre tour. OK, donc j'introduis, c'est un plaisir pour moi d'introduire Pierre-Benoît Joly. Il est donc chercheur spécialisé en études sociales des sciences et technologies, hein, connu sous le champ STS. C'est un directeur de recherche à l'unité mixte de recherche au Laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation et Société, le LISIS, et aussi à l'INRA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Le titre même de notre colloque est inspiré de ses travaux en économie de la promesse. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous ce matin. Parmi plusieurs publications majeures de M. Joly, j'aimerais attirer votre attention sur un dossier spécial dans la revue Science and Public Policy qu'il a co-dirigé avec des collègues et qui vient juste de sortir en pré-publication. Ce dossier s'intitule Enemies of the Future, Questioning the Regimes of Promising in Emerging Science and Technology. Dans ce dossier, donc, il co-signe l'éditorial. Il co-signe aussi un texte avec Claire Le Renard qui s'intitule The Past Futures of Techno-Scientific Promises. Et si je ne m'abuse, sa communication aujourd'hui sera basée sur ce texte. Donc, vous allez entendre cette communication dès que je vais me taire dans un moment. Et donc, j'ai le plaisir, sans plus tarder, d'inviter Pierre-Benoît Joly à débuter sa conférence. Vous devriez être en mesure maintenant de partager votre écran. Et je souhaite à tout le monde une bonne conférence. Merci beaucoup, François. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour l'invitation à ce colloque. Je suis vraiment ravi d'y participer. Voilà, j'attendais beaucoup ce colloque l'an dernier. Et puis, alors, il faut que j'active le… Oui, c'est bon, le partage d'écran fonctionne. Hein, donc, OK. Voilà, j'attendais beaucoup ce colloque l'an dernier. Il n'a pas pu se tenir. Cette année, il se tient malheureusement en distanciel, mais enfin, il se tient et c'est ce qui est important. Comme l'a dit gentiment François, j'ai travaillé sur cette question de l'économie des promesses en fait depuis le milieu des années 2000. Et en fait, j'ai abordé ça sous le double angle des études de l'innovation et des STS, notamment de l'étude des relations entre sciences et société. Alors, je ne vais pas revenir sur les travaux que j'ai faits au milieu des années 2000 et notamment sur le texte que j'ai fait en 2010 où je formule ce concept d'économie des promesses technoscientifiques, mais plus me baser sur le papier que François a cité, donc qui vient de paraître dans Science and Public Policy et qu'on a fait avec ma collègue Claire Le Renard. En fait, la question qu'on se pose dans ce papier et que je voudrais discuter avec vous, c'est finalement le rapport entre promesses technoscientifiques et historicité.
moi, j'ai travaillé sur la forme promesse à partir de nouvelles technologies contemporaines, les biotechnologies, la biologie de synthèse, les nanotechnologies et d'autres technologies encore. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si cette forme d'économie de la promesse, elle est spécifique de la période ou non. Alors, j'ai mis donc sur cette première diapo la page de garde du livre de Daniel Innerarity, qui est un philosophe basque, espagnol, et qui a fait un livre, d'ailleurs, la première version de ce livre est en fait en français, donc le futur et ses ennemis. Ça, je pense que c'est vraiment, et on a repris ça effectivement comme titre du numéro spécial de Science and Public Policy, parce que en fait, enfin, l'idée c'est vraiment de travailler à la fois sur cette question d'historicité et puis sur les rapports des différents acteurs à à la construction du futur. Alors, enfin, si on veut aller vite, hein, on sait qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des promesses, hein. C'est vraiment l'argument du livre auquel j'ai participé, qui avait été édité par Marc Odetta, et une des figures emblématiques, je pense qu'on y reviendra, je pense, dans la discussion, c'est Elon Musk, avec toutes les promesses, effectivement, qu'il peut faire, hein, et il y en a beaucoup. Et l'une d'entre elles, en fait, hein, que je reprends là, c'est l'idée effectivement qu'on doit rendre Mars habitable, hein. Vous savez que l'une des obsessions d'Elon Musk, c'est de sauver l'humanité en la transportant en fait avec des vaisseaux spatiaux sur la planète Mars. Et évidemment, une des questions, c'est de rendre Mars habitable. Et donc, il y a cette idée, effectivement, qu'avec des bombes nucléaires, on va pouvoir dégager, libérer du dioxyde de carbone, et on va transformer l'atmosphère, on va créer une atmosphère vivable sur la planète Mars. Alors, s'il s'agit, c'est pas de Elon Musk, on pourrait sourire, mais vous savez que Elon Musk est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, un homme qui multiplie les promesses, en fait, hein, et en fait, ce qui est intéressant, alors je ne vais pas développer là-dessus, mais moi j'ai un argument sur les promesses, on reviendra peut-être là-dessus, sur une double contrainte de la promesse, une contrainte de légitimité, une contrainte de crédibilité. Concernant la promesse de crédibilité, en fait, quand on voit la façon dont se portent les actions de Tesla ou les actions de SpaceX, on peut se dire, en fait, euh, Elon Musk arrive à enclencher des cycles de crédibilité, notamment avec la sphère financière, qui lui permettent effectivement d'entretenir la promesse. Mais cette présentation n'est pas sur Musk, hein. Simplement, un point que je veux souligner avant d'entrer dans l'analyse, hein. Je pense que vous avez discuté à la fois avec Cornelia Conrad, avec Paul Martin et avec les autres intervenants à ce colloque, hein. C'est que on trouve des promesses, en fait, quand on s'intéresse à l'étude des sciences et des techniques, on trouve des formes promesses diverses et variées. Alors évidemment, sur les nouvelles générations de sciences et de techniques, hein, et là, vous voyez que on a donc avec CRISPR un nouvel exemple de promesse associé à la question de la révolution, avec une forme de starification des scientifiques et de création des star scientists, qui accumulent en fait différentes espèces de capital en enclenchant des cycles de promesses dont la partie publique, en fait, est une partie importante. Si on s'intéresse à Jennifer Doudna, l'une des co-détentrices aujourd'hui du prix Nobel, et quand j'ai fait ces premières présentations, elle n'était pas encore au prix Nobel. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement d'être dans le laboratoire aujourd'hui, il s'agit d'être sur un ensemble de scènes, y compris les lectures, les conférences TED, hein, qui sont vraiment un point important, y compris produire des ouvrages. Donc, en fait,
il y a dans l'accumulation effectivement de la crédibilité et de la légitimité différentes scènes sur lesquelles il faut savoir se mouvoir. Donc la question en fait que je me pose à partir de ces observations où on voit que quand on cherche des promesses technoscientifiques, il y en a vraiment beaucoup. Et je l'ai dit à différents niveaux, c'est-à-dire on voit que c'est très lié à des émergences, hein, des émergences de nouveaux domaines technoscientifiques. C'est lié aussi, en fait, on peut le dire, à la forme projet, à la projectification. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ce terme au Québec, hein, mais le néologisme projectification de la recherche qui fait que chaque fois qu'on fait un projet, on est conduit à faire de nombreuses promesses sur les transformations essentielles en fait, qui découleront de cette recherche. Alors, la question, donc, c'est quelle est l'historicité de l'économie des promesses technoscientifiques? Parce que quand on regarde rapidement le passé, ben, on peut se dire, oui, les promesses, c'est pas typique, enfin, c'est pas exclusif de l'époque que l'on vit actuellement, même si on peut se dire qu'il y a une densité des promesses qui est plus importante. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'étaient les promesses, ce que sont les promesses technoscientifiques à différentes époques? Est-ce qu'il y a une variation de l'économie de la promesse? Et à partir de cela, quels enseignements on peut tirer de cette comparaison pour la période actuelle? Donc, c'est vraiment la question de recherche qu'on a traitée dans le papier dont j'ai parlé et qu'avait cité François, et donc qui peut se résumer par quelle est l'historicité de l'économie des promesses technoscientifiques. Alors, un bref rappel, et je n'ai pas pu participer aux précédentes conférences et aux autres interventions, donc il y a peut-être des répétitions, mais ça ne nuit jamais, hein, on le sait en tant qu'enseignant. Donc, en fait, cette question de la construction des futurs pour les technosciences et de la construction des futurs par les technosciences, c'est une question qui est assez haut dans l'agenda des STS. Et donc, ça conduit finalement à s'intéresser à quels sont les phénomènes, mais aussi quels sont les acteurs de création des futurs, quel est leur rôle dans la production de la technique et de l'ordre social. Donc, il y a différentes définitions, hein. Il y a la définition qui est sur la question de la construction des futurs qu'on doit à Sheila Jazanov et à ses collègues, hein, donc de l'imaginaire, des imaginaires sociotechniques, donc définis comme, je cite, donc des visions collectivement détenues, institutionnellement stabilisées et publiquement exécutées de futurs souhaitables, animés par des compréhensions partagées de formes de vie sociale et d'ordre social atteignables grâce au progrès de la science et de la technologie et les soutenant. La promesse s'inscrit effectivement dans cet ensemble de travaux et donc dans ce qu'on peut appeler la sociologie of socio-technical expectations, et donc qui est très lié en fait également aux contributions des collègues européens, notamment néerlandais, et Haro van Lent, qui est l'un des organisateurs, des co-directeurs du numéro de Science and Public Policy, l'un des premiers en fait à s'être intéressé à cette question dans la période contemporaine, dans sa thèse qui doit dater de 91 ou 93. Et donc, quand on regarde plus spécifiquement les promesses, on peut les définir comme des dispositifs par lesquels des acteurs, qu'on peut appeler les entrepreneurs de promesses, convainquent différents publics afin de mobiliser des ressources pour réaliser des innovations techno-scientifiques. Vous voyez, il y a évidemment une distinction très forte entre l'un et l'autre. Alors, je reprends quelques éléments en fait, de caractérisation des promesses technoscientifiques et on pourra en discuter en relation avec ce qui a été discuté dans ce colloque, hein. Donc, les promesses technoscientifiques sont donc relationnelles. C'est toujours une relation entre les entrepreneurs de promesses
et les cibles, hein, donc les acteurs qu'il faut convaincre de ces promesses. Et ils sont nombreux, je l'ai illustré à partir des exemples rapides de Elon Musk et de la biologie de synthèse. Mais évidemment, on sait que c'est cette variété des cibles qu'il faut atteindre. Les promesses technoscientifiques ne sont pas seulement des actes de parole, hein. Donc, ce n'est pas simplement, en fait, voilà, on pourrait dire comme Austin que une promesse est performative. Donc, formuler une promesse, c'est à la fois parler et agir. En réalité, la façon dont j'ai défini l'économie des promesses technoscientifiques, c'est vraiment un ensemble de pratiques. Donc, il y a bien évidemment des pratiques discursives, mais également des expérimentations en laboratoire, des investissements en infrastructure et des investissements matériels qui peuvent enclencher en fait des chemins des path creation, donc des chemins de création de trajectoires technologiques, mais il s'agit aussi d'alliances stratégiques, de différentes façons de mobiliser donc les ressources nécessaires tout au long du chemin d'innovation. Et c'est tout cela, effectivement, qu'on appelle l'économie des promesses technoscientifiques. Donc, c'est bien un ensemble de pratiques. Et donc, les promesses sont très importantes pour tous les processus d'innovation comme dispositif de coordination dans l'incertain. Ce sont des dispositifs rhétoriques, mais pas que. Et donc, les promesses, par tout un ensemble de pratiques, sont des générateurs de dépendance de sentier. Bien, après ces définitions qui permettent de poser les choses, donc je vais aborder 4 points. Donc, revenir sur le cadre d'analyse, ensuite dire quelques mots de la stratégie de recherche empirique, puis enfin présenter les principaux résultats de ce papier et essayer de voir comment on peut répondre à la question qui a été posée sur les rapports entre régime d'historicité et promesses technoscientifiques. Bon, donc, ce dont il s'agit avec des promesses, en fait, c'est de créer des horizons d'attente, hein. Donc, c'est faire en sorte que des visions du futur puissent mobiliser le présent. Et cette mobilisation des ressources elle doit être soutenue et renouvelée sur une longue durée. On va le voir avec les exemples, qui ne sont que des exemples, mais effectivement, c'est bien des trajectoires qu'il faut créer. Donc, afin de créer un chemin tout au long du parcours d'innovation. Alors, j'ai parlé de la thèse de Haro Van Lent de 1993, qui met l'accent sur le fait que, en général, quand on s'intéresse à des promesses technoscientifiques, en fait, on a des structures un peu en poupée russe, quoi, des activités qui sont imbriquées entre des niveaux micro, méso et macro. Donc, le niveau d'une niche, le niveau d'un secteur et des niveaux plus macroéconomiques et macro-sociaux. Et que cet alignement d'activités, en fait, elle est essentielle dans l'élaboration de l'agenda. Donc, il faudra pouvoir montrer comment un processus de production d'hydrogène, en fait, apporte une contribution essentielle pour résoudre le problème du changement climatique, par exemple. En travaillant là-dessus, en fait, j'ai mis l'accent sur deux conditions, sur la légitimité et sur la crédibilité. Alors, ce n'est pas très original. Simplement, je pense que ce qui est important, c'est de prendre peine de symétriser et de dénaturaliser les promesses, hein. En général, en fait, on s'intéresse essentiellement aux promesses qui marchent, à ce qui existe, assez peu, trop peu peut-être aux promesses qui ne marchent pas. Je pense que c'est une piste de recherche qui doit être intéressante. Mais vous voyez, je prends l'exemple de Elon Musk. Le succès, avec tous les guillemets nécessaires, d'Elon Musk n'est pas quelque chose d'évident, en fait. Et pour arriver quand même à tenir toutes les audiences avec
des promesses du type on va mettre une bombe nucléaire sur Mars pour créer une atmosphère, qui fait partie d'un ensemble de promesses dans lesquelles on a des promesses plus ou moins réalisées, par exemple avec la voiture électrique Tesla, etc. Vous voyez qu'il faut à la fois, donc ça n'a rien d'évident, et donc je résume les conditions à deux grands ensembles. Hein, la légitimité, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que la promesse corresponde à un futur qui est souhaitable socialement et assez largement. Je reviendrai là-dessus parce que les formes actuelles de promesses, en fait, euh, euh, comment dire, euh, déroge à cette contrainte de légitimité. Et puis la crédibilité, alors je ne vais pas développer sur la crédibilité, hein, mais vous savez que la question de la crédibilité est une question centrale dans les STS. Hein. Qu'est-ce qui permet de construire la crédibilité de la science, la crédibilité d'un argument scientifique, la crédibilité d'un ou une chercheuse. Bon, je me réfère notamment aux travaux de Steve Chapin là-dessus, hein, aux multiples travaux, notamment Cordaziel Liaslov, qui est vraiment un texte important. Et donc, on voit effectivement que la crédibilité, c'est quelque chose qui a une économie de la crédibilité, si on reprend les termes de Chapin, et donc ça n'a rien d'évident. Donc, il faut, et la crédibilité d'une promesse, il y a une contradiction, c'est-à-dire que pour qu'une promesse soit crédible, il faut crédible et légitime. Hein. Il faut à la fois que ce soit une rupture, c'est quelque chose qui est vraiment qui va apporter une nouveauté parce que c'est une rupture par rapport à l'existant, mais c'est quelque chose aussi qui doit être réalisable et pour lequel en fait les différents acteurs concernés vont dire ben oui c'est sûr il va pouvoir le faire. Hein. C'est un peu alors, peut-être vous n'êtes pas familier des sélections de projets au European Research Council, mais dans le European Research Council, en fait, il y a une contrainte qui est high risk, high gain. Donc, il faut vraiment que ce soit à la fois des gains qui sont extrêmement importants pour la sélection d'un projet et qui soient également très risqués. Évidemment, on ne sélectionne pas des projets qui sont uniquement risqués, on sélectionne ces projets high risk, high gain sous condition que la crédibilité du PI permette de s'assurer que les chances d'aboutissement sont très importantes. Donc cette question de crédibilité est évidemment très importante, je n'insiste pas là-dessus. Alors, deuxième concept qui est important et qui est plus nouveau par rapport à ce qu'on sait sur l'économie des promesses, c'est la notion de régime d'historicité. Si vous voulez, la question qui se pose, c'est de savoir comment on peut euh, euh, comprendre les variations dans le temps et dans l'espace, mais surtout des historiens qui sont intéressés, les variations du rapport au temps et les variations du rapport à la temporalité. Et donc, comment, en fait, au cours de l'histoire, les sociétés humaines ont construit des rapports entre le présent, le passé et le futur. Donc, je me réfère aux travaux de Hartog, de l'historien allemand Koselleck et d'un historien français également, Battèche. Bon, il y a sûrement d'autres travaux, mais c'est les travaux auxquels je me réfère. Et donc, avec Claire, on reprend ces éléments en disant, de façon un peu caricaturale, hein, qu'on peut distinguer dans l'histoire longue trois grands régimes, un régime traditionnel, un régime moderniste et un régime présentiste. Donc, le régime traditionnel, en fait, Hartog prend la Révolution française comme le point de bascule. C'est un régime où le temps a une nature circulaire. Le régime moderniste, c'est le temps, effectivement, disons, des Lumières et de l'idéologie de progrès, où l'avenir sera meilleur que le passé. Hartog
et on le suit en cela, en fait, postule que nous sommes passés, alors, son marqueur temporel, c'est 1989. En réalité, en fait, c'est des points de bascule qui se font de façon plus continue dans un régime présentiste où le présent, donc je cite, devient son propre horizon d'attente. Donc, c'est un régime qui est marqué par le culte de la mode, de l'éphémère, de la nouveauté pour la nouveauté, de l'accélération. Et donc, l'avenir est absorbé par le présent et constitue une source de menace. Alors, enfin voilà, donc on est dans le mouvement punk des années 70. En fait, cette photo, c'est le logo qui avait été pris par l'association des patrons de France, le MEDEF, pour le colloque national il y a 2 ou 3 ans. Euh, Donc, le futur est à la fois une source de menace et le futur devient fragile. Et donc, c'est cette relation au futur que l'on interroge dans ce papier. Avec l'hypothèse, les promesses dans le régime présentiste sont contraintes par l'absorption du futur dans le passé, l'urgence, la fascination pour la nouveauté, le culte de la mode, l'accélération. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un besoin de renouveler les promesses, besoin de convaincre un public plus large, ce qui peut expliquer donc cette inflation des promesses et ce qui peut expliquer des formes pathologiques en fait des promesses sur lesquelles je vais revenir. Bien, notre stratégie de recherche, en fait, quand on se pose cette question, mais il faut savoir comment on va pouvoir collecter des données et produire en fait de l'évidence pour essayer de voir, de répondre à la question de recherche. En fait, on a choisi d'avoir une approche par études de cas, donc des études de cas qui sont menées selon des méthodes d'analyse compréhensive et processuelle. Donc, c'est vraiment les processus que nous analysons avec donc des études qui sont très qualitatives, mais qui sont conduites sur une grille d'analyse commune où on examine systématiquement les coalitions d'acteurs, les alignements d'activités interdépendantes, tout ce qui est élaboration d'un agenda. Donc, on analyse évidemment tout ce qui est d'ordre discursif, mais également l'ensemble de pratiques que j'ai mentionnées. Et à la façon un peu de la sociologie pragmatique, en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de suivre en fait sur des trajectoires qui sont assez longues. On va le voir, euh, quelles sont les épreuves à la fois pour la crédibilité et pour la légitimité de la promesse. Alors évidemment, quand on fait ça, en fait, il faudrait pouvoir travailler sur de nombreux cas pour avoir quelque chose d'assez robuste. Mais vous voyez qu'on en est là à une première exploration. Et donc, avec Claire, on a choisi de travailler sur 4 cas, donc 2 dans chacun des régimes, et donc 2 dans l'agriculture. Le maïs hybride, donc c'est les années 50, 60 en France. euh, et les OGM, donc c'est les années 80, 90, 2000. Et dans l'énergie, les surgénérateurs nucléaires, donc ce qui a conduit en France à la création, à la construction de la centrale Superphénix, qui a été arrêtée en 1991, et les grilles, les réseaux intelligents, dans les smart grids pour le transport et l'utilisation de l'énergie. Alors, les principaux résultats, et je regarde le temps, je pense qu'on est à peu près bon, donc je ne vais pas malheureusement enfin, donner de détails, mais donner les principaux éléments en fait, d'observation en fait, pour chacun des cas. Donc, si on prend le maïs hybride, on a une promesse qui est modeste, on n'a pas d'inflation de la promesse, on a une forte coalition nationale à la fois des élites agricoles, des élites politiques et scientifiques autour de cette promesse et un fort contrôle de l'agenda, une légitimité forte liée à la nécessité de moderniser l'agriculture qui fait l'objet d'un consensus dans cette période de reconstruction d'après-guerre,
même s'il y a toujours des contestations, hein, je veux dire, mais il y a un consensus assez fort autour de du mot d'ordre de la modernisation. Euh, la démonstration, démonstration au sens littéral, hein, avec des expérimentations dans les différentes régions, avec des visites, des essais, etc., comme construction de la crédibilité, faible niveau de contestation. Alors, il y a des négociations dans des espaces discrets, mais on ne voit pas en fait de critique à l'époque, hein, de cette transformation qui est tout de même importante dans les arènes publiques. Le cas des neurones, enfin, donc des surgénérateurs qui relèvent de la même période, en fait, ce qui est intéressant, en fait, quand on fait des études de classe, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas un seul modèle, hein, de la promesse, et donc ça se passe tout à fait différemment. Alors, ce n'est pas la même technologie, etc. Donc, il y a beaucoup de différences, mais c'est une promesse qui est définie d'emblée comme ambitieuse, avec une fragilité de la coalition nationale, avec une opposition entre les passionnés, donc les ingénieurs passionnés de technologie, et puis le ministère des Finances qui a toujours posé des questions sur le coût-avantage, une légitimité liée à l'indépendance énergétique, à la nécessaire à la croissance économique, la France dans une course mondiale, le projet européen. Donc, il y a des arguments de légitimité très forts. La démonstration, donc, et là, c'est vraiment l'objet de la thèse de Claire Le Renard, hein, qui a fait une thèse socio-historique là-dessus, la démonstration comme construction avec des démonstrateurs, des vrais, quoi, des prototypes, des pilotes comme construction de la crédibilité face aux fortes contestations des coûts-avantages, et la négociation dans des espaces discrets également, suivi d'une mobilisation publique qui finalement remettra en cause le projet dans son ensemble. Alors sur la période présentiste, en fait, en régime présentiste, en fait, on a également deux formes qui sont assez différentes. Pour le maïs OGM, on a une escalade de la promesse d'imposer et qui conduit à imposer les OGM comme un point de passage obligé, une forte coalition d'adversaires qui va se constituer et qui va se renforcer autour d'une contestation forte de la légitimité, alors fondée sur, je mets l'altermondialisme, la malbouffe, etc. Et donc, du coup, c'est la légitimité même du projet qui va être vraiment contesté, qui va être très, très difficile d'établir. Et donc, l'agenda va devenir incontrôlable au sens où la définition des épreuves n'appartient plus aux entrepreneurs de promesses, mais elle relève plutôt des opposants avec des tests d'une construction de la crédibilité qui est mise à mal par une inflation des exigences qui sont portées par les différents acteurs, et donc une forte contestation publique, hein, et qui conduit finalement à une remise en cause assez forte de la promesse. Les smart grid, réseaux intelligents, donc on a une promesse de performer une transition, quels que soient les moyens. Donc la promesse, elle ne porte pas là sur la technique elle-même, mais sur ce qui est en jeu, avec sous-entendu, on doit pouvoir utiliser différentes techniques, différents dispositifs sociotechniques pour arriver à à cette fin. Un processus d'enrôlement créant des coalitions fortes autour des expériences de démonstrateurs. Et donc, la forme de démonstrateur et la forme d'expérimentation sociotechnique a été vraiment centrale. La légitimité de l'objectif de transition, qui fonde effectivement la légitimité de la promesse des réseaux intelligents, elle n'est pas discutée, elle n'est pas contestée. Et donc, la crédibilité, comme je l'ai évoqué, est construite par des projets de démonstration. Et on a des agendas qui sont partagés au niveau local autour de démonstrateurs qui suscitent finalement une faible contestation publique, ce qui n'est pas le cas pour évidemment bon nombre de dispositifs sociotechniques. Donc, les observations un peu transversales qu'on peut faire, c'est qu'on a une diversité des promesses, hein, donc à chaque époque. Hein, donc, on a sûrement des variations dans le temps, mais on a une diversité des promesses, ce qui est un premier résultat qui me semble
Alors, on peut dire que j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais en tout cas, c'est un résultat qui est établi et donc on ne peut pas opposer bloc à bloc les promesses actuelles et les promesses dans le passé. En fait, il y a une diversité effectivement de promesses comme ensemble de pratiques, hein, et de la manière donc dont les épreuves sont constituées et abordées. On a différents cycles d'attente et différentes dynamiques, cycles de création des horizons d'attente, hein, et différentes dynamiques. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans le régime présentiste, la forte contestation de l'avenir rend plus difficile la construction de la légitimité, puis le contrôle de l'agenda et le maintien du cycle de crédibilité. Et par rapport aux OGM, le cas du Smart Grid est un exemple tout à fait intéressant de promesse qui est basée sur des expérimentations collectives et des démonstrations publiques plutôt que sur le solutionnisme en fait, qui caractérise la façon dont les promoteurs de la promesse OGM ont construit leur promesse. Et donc, on peut tenter une forme de généralisation de ces résultats en disant que on a un certain nombre de caractéristiques donc, des promesses technoscientifiques dans les régimes modernistes et présentistes, donc, que j'ai résumé dans ce tableau. Donc, les figures du futur, et c'est vraiment là, je le soumets à la discussion, hein, bien évidemment. Les figures du futur sont différentes. Donc, en régime moderniste, on a un avenir ouvert, un avenir qui est une source d'espoir. Dans le régime présentiste, comme je l'ai indiqué, le futur est fragile. Le futur est à la fois fragile et le futur se présente comme une menace. Il faudrait pouvoir en fait administrer, vous savez, une enquête où on demande à différentes personnes à différentes époques à quelles époques auriez-vous aimé vivre. Et moi, le pari que je fais, c'est que on a tendance plutôt en fait à reculer en fait dans la réponse, hein. Donc, alors que, et c'est ce qui caractériserait d'ailleurs cette idée de régime, hein, dans les rapports entre le futur, le présent et le passé. Le cadre de l'innovation, en fait, il y a un cadre de l'innovation qui est différent. Donc, dans le régime moderniste, ben, on est dans un cadre de l'innovation qui est assez, disons, schumpeterien, hein, donc celui de la destruction créative, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des dégâts du progrès, mais globalement, l'innovation, elle est toujours bonne. Et donc, ça vaut toujours le coup, et donc l'innovation, quelle qu'elle soit, est bonne. Dans le régime présentiste, on a beaucoup de travaux dans le domaine des études d'innovation, en fait, qui conduisent à voir dans quelle mesure l'innovation peut donc contribuer à des transitions durables, et donc ce qui pose la question de la direction de l'innovation. Donc on ne considère pas que l'innovation est toujours bonne. Il peut y avoir des bonnes innovations et des innovations qui sont moins bonnes. Les valeurs de référence sont également différentes. Donc, moderniste, c'est progrès, productivisme, liberté d'entreprendre. Pour le présentisme, c'est la durabilité, la sécurité, le soin, la maintenance. Les épreuves de légitimité donc, sont différentes. Donc, il n'y a pas véritablement de problème de légitimité compte tenu de la référence au progrès. Dans le présentisme, en fait, il faut qu'il y ait un travail fort sur le consensus, sur les enjeux, en fait, sur les problèmes qu'il faut adresser. Et donc, du coup, en se basant sur ce consensus, en fait, on peut arriver à négocier sur des accords sur les moyens et sur les points de passage obligés, les épreuves de crédibilité. Donc, pour les modernistes, c'est la construction de crédibilité au sein d'un groupe restreint qui contrôle l'agenda. Pour un présentiste, c'est la capacité d'articuler un pilotage descendant et une expérimentation remontante dans des épreuves qui sont en fait multi-arènes, multi-acteurs. Voilà, donc du coup,
je peux en venir à ma conclusion et donc revenir sur un point que j'ai évoqué en fait en introduction, donc les promesses dans les rapports sciences, techniques et société. Un argument que peut-être on peut discuter, c'est que on peut, enfin, quand on travaille sur les promesses, en fait, ce dont il s'agit, c'est peut-être d'avoir des visions sur à la fois les processus d'innovation et sur les rapports sciences-société. Alors, je- en fait, un objet de recherche qui me semble intéressant de ce point de vue, en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier des promesses 2.0, hein. J'ai évoqué Elon Musk, mais je pense qu'il y a des travaux sur Elon Musk, et je pense enfin, c'est ce qui se passe, pas simplement autour d'Elon Musk, mais plus généralement dans la Silicon Valley, hein, avec les promesses du type la conquête de Mars, le transhumanisme, la singularité. C'est des phénomènes qui méritent vraiment d'avoir des recherches encore plus importantes, hein. Ce qui me semble intéressant dans ces promesses, c'est que, en fait, c'est des promesses pour des happy few, hein, qu'il s'agisse du transhumanisme ou de la colonie humaine qui va pouvoir quitter cette planète obsolète et conquérir Mars. En fait, on sauve l'humanité, mais à partir d'un échantillon choisi de la population humaine. Et donc, ce qui me semble intéressant du point de vue de la légitimité, c'est que enfin, c'est clair avec ce type de promesse qu'on n'habite plus dans un monde commun. Et ça, ça me semble vraiment nouveau. Et je trouve là, il y a disons, un paroxysme, hein, de la promesse qui, en soi, en fait, doit être étudiée en tant que telle. Euh, le, à l'autre bout du spectre, en fait, on a ce que j'ai évoqué, donc des promesses comme qui se développent dans une optique plutôt de la démocratisation de l'innovation et de l'expérimentation collective. Et donc, bon, il y a évidemment sur l'innovation tous les travaux autour de von Hippel, mais évidemment, ce n'est qu'un cas emblématique, mais il y a toute une série de travaux là-dessus. Il y a également des acteurs sociaux, hein, qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai particulièrement contribué aux travaux de l'Alliance Sciences-Société sur ces questions pour essayer de voir comment, en prenant au sérieux de la société de la connaissance, en fait, on arrive à faire, à construire des promesses alternatives, hein, sur la construction des futurs scientifiques et technologiques. Et puis, on a de toutes parts, en fait, des développements, en fait, d'expériences, alors qu'on peut discuter une à une, mais enfin, avec l'idée que c'est par l'ouverture aux différents acteurs, aux différentes parties prenantes et par la coproduction qu'on doit arriver finalement à mieux orienter les sciences et les techniques vers la résolution de problèmes qui sont des problèmes importants. Et donc, du coup, ce qui me semble vraiment important, c'est cette idée de donc, réviser la promesse, hein, comme une expérimentation collective dans le cadre de technologies de l'humanité. Alors, je trouve l'opposition entre Smart Grid et OGM, que je tire un peu, hein, j'en conviens, mais elle est intéressante de ce point de vue. Et donc, évidemment, la question qui se pose derrière, c'est celle de la culture, de la responsabilité et de l'impact. Donc, pour conclure, je veux dire que l'idée ici, c'est pas de dire en fait qu'on n'a pas besoin de promesses, qu'on n'a pas besoin de construire des futurs, de construire des horizons d'attente, mais c'est plutôt de dire en fait qu'il y a différentes façons de le faire. Ces différentes façons de le faire, en fait, elles ont des implications évidemment politiques extrêmement importantes sur la création effectivement de rapports dans la société. Elles ont aussi des implications en termes de gouvernance de la recherche et de l'innovation. Et il me semble que là, c'est vraiment des choses sur lesquelles
on a beaucoup de recherches à faire encore aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'avais promis à François que je serais court, mais j'ai fait une promesse voilà, qui n'engageait que moi. Euh, mais voilà, merci beaucoup pour votre attention. Elle fut crédible un temps, cette promesse, hein, mais maintenant, vous êtes découvert. Donc, merci beaucoup. Communication fort stimulante. Donc, la période des questions est ouverte. On a quelques minutes. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux options. Soit vous utilisez la conversation, donc le chat, pour transmettre une question que je lis, soit vous levez votre main pour la poser. Je peux tout de suite lancer avec une question qui m'a été transmise par le chat. Ensuite, je passerai la parole à Eric. Donc, la première question vient de Florence Lucier-Lejeune. Laissez-moi rapatrier ma question par ici. Elle écrit donc des promesses de l'intelligence artificielle ont foisonné à la fois dans le régime que vous appelez moderniste et le régime présentiste, hein, avec certes deux hivers dans les cycles de hype de l'intelligence artificielle. Et dans les deux cas, il y a eu peu de contestation. Il me semble que les promesses de l'IA n'ont donc pas été marquées par son régime d'historicité. Avez-vous la même lecture? À l'exception peut-être de la prolifération des cadres éthiques dans le régime présentiste, peut-on dire que la prolifération de discours sur l'éthique de l'IA et des nanotechnologies est le propre du régime présentiste? Donc, il y a comme deux questions. La première, c'est est-ce que ça sera un cas finalement c'est le même type de dynamique qui, qui a lieu dans le régime moderniste et présentiste? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que c'est les discours sur l'éthique de l'IA aujourd'hui qui étaient moins présents par le passé? Merci pour la question. Je vais essayer de répondre rapidement. En fait, bon, je connais pas, donc du coup, il faudrait vraiment en discuter du cas avec des éléments. Mais ce que je peux dire en première approche, c'est que la question sous la question, c'est peut-être de dire, en gros, est-ce que c'est les régimes ou est-ce que c'est les formes technologiques, hein. Par exemple, vous avez vu que sur l'énergie, j'ai pris d'un côté les surgénérateurs et puis de l'autre les smart grids. En fait, ce sont deux technologies qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Donc, est-ce que, enfin, pour reprendre l'idée de Langdon Wiener, est-ce que la politique est dans la technique, hein, c'est-à-dire c'est l'objet technique lui-même qui est déterminant? Pour moi, c'est une question ouverte, c'est une question qui doit être vraiment discutée. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de contestation de l'IA. Hein, il faudrait voir, enfin voilà, il faut aller y voir. Et moi, je ne connais pas le dossier, bien évidemment. Je dirais, si on suit en fait enfin, les conclusions un peu générales hein, sur les leçons un peu générales que j'ai voulu esquisser, l'idée c'est que si vous êtes dans une façon moderniste, vous allez en fait présenter l'IA comme la solution à tous les problèmes. Si vous êtes dans un régime présentiste et donc dans une stratégie en fait qui prend acte de ce régime présentiste, en fait, vous mettrez l'accent sur les problèmes qu'il faut résoudre et vous essaierez de montrer en quoi l'IA est nécessaire. Et l'IA n'est pas la solution à tous les problèmes, mais l'IA peut apporter une contribution spécifique à la résolution de problèmes avec d'autres, évidemment, d'autres ressources. Et ce n'est pas l'IA en soi qui va tout révolutionner. Il en va de même pour CRISPR-Cas9. Ce n'est pas CRISPR-Cas9 qui va permettre de changer complètement nos rapports avec les plantes. Enfin voilà, donc du coup, je pense que c'est comme ça que je prendrai la question. Ensuite, oui, la dimension éthique, enfin, ce serait intéressant de voir comment effectivement des zones de contestation en fait s'allument, à quoi c'est dû, etc. Les travaux de Paul Martin en fait sur la génétique en fait avait été très intéressante de ce point de vue. Et Paul dans l'article qu'il avait fait avec Edgeco, en fait, qui est vraiment intéressant de ce point de vue, avait montré que la question éthique, en fait, elle est construite différemment selon les coalitions d'acteurs. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais more research is needed.
Parfait, merci. Donc, ce qui devait arriver arriva. Donc, il va falloir que je contraigne l'enthousiasme des questions. Donc, je vais prendre 2 questions, puis après, on va fermer cette séance-là. Je vous rappelle tout le monde que tout de suite après, donc à 10 heures, heure du Québec, j'imagine 16 heures, heure de France, il y a un panel où Pierre-Benoît Joly va aussi participer. Donc, vous pouvez garder vos questions pour ce moment. Donc, je vais prendre les deux mains qui sont levées. Éric Maupetit en premier, ensuite Caroline Saint-Louis. Vas-y, Éric. Bonjour Pierre-Benoît. Bonjour Eric. C'était une conférence très intéressante. Moi, j'étais curieux là, par le thème l'économie de la promesse. J'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment très, très bien. Je voudrais revenir sur ta conclusion. La conclusion qui semble souhaiter davantage d'une approche plus participative à la formulation des promesses qui mènerait peut-être à une technologie de l'humilité là, que tu utilisais comme expression, puis qui viendrait remplacer les grosses promesses, les promesses peut-être irréalistes, les promesses liées à des très, très gros projets. D'une part, puis là, je dis ça assez intuitivement, j'ai l'impression que les technologies de l'humilité, les approches participatives, les Living Labs sont devenus extrêmement populaires, là. Donc, il y a déjà une place très importante pour ça. Mais je suis sceptique quant à la possibilité de remplacer les promesses plus grosses, puis plus peut-être dans certains cas irréalistes. Puis il y a au moins 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que je pense que les grosses promesses, là, je pense au cas des OGM en particulier, tu as parlé d'une espèce d'inflation. L'inflation était des 2 côtés. Était du côté des gens qui parlaient des risques qui étaient liés aux OGM, puis qui venaient probablement encourager les gens à faire des promesses encore plus grosses liées à la technologie. Puis, suite à ça, les opposants, eux, ont aussi fait de l'inflation encore plus sur les risques. Ce genre de dynamique-là, j'ai de la difficulté à voir comment on peut complètement éliminer ça. Donc, tant qu'il y aura ça, je pense qu'il y aura des promesses irréalistes. Puis aussi, tant qu'il y aura des chercheurs très ambitieux, qui ont des gros projets, il va y avoir des promesses qui sont assez grosses et parfois, les promesses ne sont pas toujours irréalistes. Puis je pense là, notamment l'ARN messager présentement. L'ARN messager, quand ça a commencé, on n'en parlait pas beaucoup, mais les promesses étaient immenses quand même. Et j'ai envie de dire que le résultat semble finalement plutôt intéressant. Donc, je ne sais pas, cette idée de remplacer un par l'autre, je ne suis pas certain. J'ai l'impression que les deux vont toujours cohabiter. J'arrête là. Oui, alors, moi, je suis en partie d'accord avec toi. C'est-à-dire que, j'oppose les deux de façon caricaturale pour essayer d'éclairer une réalité qui est plus complexe, hein. Donc, ça, c'est le premier point. Et moi, je pense qu'il y a une coexistence. Le scénario de la coexistence me semble intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette voie de technologie de l'humilité, voilà, elle est pas marginale, alors que ça n'a rien d'évident. Alors, juste sur moi, j'ai travaillé d'abord sur les nanotechnologies, sur cette question de promesse, et l'observation qui était claire, c'est que les promoteurs, les entrepreneurs de promesses, en fait, des nanos, d'une certaine façon, creusaient leur tombe. Parce que c'est parce qu'on a parlé des nanos et qu'on a fait toutes ces promesses qui étaient assez délirantes, hein, qu'il y a eu une constitution en France. Moi, j'ai travaillé sur Grenoble, où s'est constituée la pointe de la radicalité anti-technosciences. C'était vraiment très, très lié en fait à ce qui se passait sur une scène locale et sur la façon effectivement dont les acteurs formulaient ces promesses. Donc, on a bien effectivement une escalade, hein. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu l'as dit. Donc, le conseil, c'est attention, en fait, quand vous faites des choses comme ça, vous constituez des cibles qui risquent d'être des vraies cibles et vous êtes en train de constituer effectivement la réaction à ce que vous faites, hein. Et on a eu la même chose sur la biologie de synthèse, et moi je vois en fait biologie de synthèse, on n'en parle plus, et c'est tant mieux.
il y a toujours de la biologie de synthèse. Et donc, dans les OGM, c'est ce qui s'est quand même passé. C'est-à-dire, il y a la technologie en tant que telle, et c'est une gamme de technologies. Et puis, il y a ce qu'on appelait les OGM, la construction des OGM comme une promesse. On va régler le problème de la faim dans le monde. Enfin, voilà, on va faire des vaches plus grosses que des éléphants. Enfin, voilà, il y avait toutes les promesses des années 1980 qui ont été effectivement… Bon, voilà, donc, quand on s'intéresse, et en fait, des réflexions qui ont… donc, pour cette recherche, c'est aussi un travail qu'on avait fait pour la commission, et avec Michel Callon et Harry Rip, on avait vraiment opposé les deux en disant, en fait, les deux coexistent. Quand on regarde les relations sciences-société, finalement, ils ne sont pas construits du tout de la même façon, et ça, c'est une dimension qui est importante. Mais bon, voilà, je pense qu'on a pas mal de points d'accord. Merci, Eric. Superbe. Dernière question, Caroline? Oui, bonjour. Très intéressant, M. Joly. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, moi, je suis hors champ, mais ma spécialisation porte surtout sur l'histoire de la culture scientifique, donc de sa représentation. Et votre présentation m'a beaucoup parlé. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous croyez que la représentation culturelle de l'imaginaire socio-technique à travers le temps impacte sur l'économie de la promesse et l'acceptabilité sociale? Et je pense surtout à Elon Musk qui a souvent mentionné l'impact de la littérature dans sa jeunesse et comment il voit maintenant le futur. Oui, oui, alors, enfin, bon, moi, voilà, je suis d'accord sur l'importance de la thématique. Après, voilà, j'ai pas travaillé là-dessus, donc mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, dans la construction du futur, en fait, moi, je me suis vraiment intéressé au phénomène de technosciences, d'innovation, etc. Il y a également tous les travaux sur la science-fiction qui sont intéressants par rapport à la question que vous posez. Il y a tous les travaux de futurologie aussi qui sont importants. Donc, du coup, la construction des futurs, en fait, moi, j'en aborde une petite partie, mais évidemment, la thématique est plus large et je pense, et c'est là que le bouquin de Daniel Innerarity est vraiment très important. Ce qu'il dit en somme, et je pense que c'est pas mal de conclure là-dessus, s'il n'y a plus de futur, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de démocratie. Très beau mot de conclusion, merci. Donc, merci tout le monde pour votre participation enthousiaste. Donc, le panel débute officiellement dans 2 minutes. Donc, vous utilisez le site de Four Waves pour migrer vers le Grand Panel. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça s'appelle le Grand Panel, donc ça va être grand, ça va être grand, ça va être joyeux et j'espère que la discussion va être aussi enlevante qu'on a eu maintenant. À tout de suite, tout le Merci monde. beaucoup, François, et merci à tout le monde. Plaisir. Merci à vous.